c'est toujours un moment spécial de se retrouver ici. Bonjour à vous tous et bienvenue dans 101%. Nous aurons aujourd'hui au sommaire la critique de jeu sur Night Sky, qui est un puzzle game sur PC, ma foi. Mon souvenir, et puis Temps perdu, et Retro and Magic sur un jeu qui s'appelle Moji-O. Je crois que c'est Moji-O, oui, je crois que c'est... Non, Moji-O. Je ne sais pas comment ça se prononce, c'est du japonais, je suis désolé. Et tout de suite, les news. L'étonnant Sport, sorti il y a 2 ans, retrouve bientôt nos PC dans une suite indirecte Dark Sport. Cette nouvelle bande-annonce met l'accent sur l'éditeur de héros, directement inspiré par l'éditeur de créatures de sport. Ici, chaque héros sera véritablement unique, de par ses capacités et son apparence physique. La quantité des possibilités offertes ne devrait pas pour autant freiner le joueur. En effet, Maxis a intelligemment pensé ses menus, de sorte à rendre cet aspect du jeu clair et accessible. Ainsi, le joueur voit tout de suite comment ses décisions affectent les statistiques du héros. Dark Sport va encore plus loin et soigne son éditeur dans le moindre détail. Alors que dans la majorité des jeux, il suffit d'assigner un objet, ici vous pourrez également les placer et réveiller l'âme de styliste qui sommeille en vous. Bref, Dark Sport met l'accent sur votre créativité, la manière dont vous utilisez cet éditeur étant une composante de gameplay autant que de stratégie. Amateur de Diablo et de Karl Lagerfeld, le défilé de monstres aura lieu le 1er avril sur PC uniquement. Le jeu d'action biblique d'Ignition Entertainment se dévoile un peu plus à travers cette nouvelle vidéo de gameplay. Dirigé par Takayasu Sawaki, à qui l'on doit entre autres le chara-design d'Okami, El Shaddai s'inspire librement du livre d'Enoch, un recueil hébreu ancien et mettra en scène des personnalités telles que Lucifer ou encore les archanges Gabriel, Uriel, Raphaël et Michael. Si à la base le projet pouvait sembler un peu trop original, ces séquences de beat'em all dynamiques et plutôt bien réalisées nous rassurent quant à la qualité éventuelle du titre. Si le jeu est prévu pour le 28 avril prochain au Japon, aucune date de sortie française n'a été annoncée pour le moment. Marvel vs Capcom 3 n'en finit plus de nous teaser, avec aujourd'hui la présentation de 2 nouveaux personnages issus des 2 univers. Sienko tout d'abord, aussi connu au Japon sous le nom de Lei Lei, ainsi que Sentinel, un robot chasseur de mutants qui a également des choses à dire. On rappelle que Marvel vs Capcom 3 Fate of Two Worlds est prévu pour mi-février partout dans le monde et que le jeu aura bien évidemment toute l'attention de la rédaction de No Life à sa sortie. Nintendo a profité d'une conférence dédiée aux résultats financiers de la firme pour présenter, là comme ça vite fait, 2 titres à venir sur Wii. Pour commencer, Rhythm Tengoku, qui, au vu des premières images, repose sur les mêmes principes que les épisodes DS et GBA, avec, on imagine, des challenges sympathiques à la Wiimote. Le prochain Kirby, quant à lui, semble revenir aux bases, avec les capacités de transformation et d'aspiration de la petite boule rose que l'on connaît si bien. Si les 2 titres ne bénéficient pas encore de date de sortie, on reste plutôt optimiste quant à une éventuelle localisation en France. Voici la toute première cinématique de Rift, le MMORPG que nous avions été voir en 2010 à Redwood, en Californie. Pour plus d'informations sur ce dernier, on vous invite à aller jeter un œil sur No Life Online. Quant à ce trailer, il a été réalisé par le studio Plastic Wax, spécialisé dans les cinématiques de jeux comme celle de BioShock, Mafia 2 ou encore Dawn of War 2, et il met en scène le monde assiégé de Tellara. Where are your gods now, Guardian? I wasn't chosen for my fate. No! Life Rift! Ancestor
souls. Your strength is mine! The gods know the score, Defiant. Now, so do you. Tout de suite, nous retrouvons la critique de Night Sky, qui est un jeu à la Marble Madness qui va vous rendre complètement fou, un peu comme le Figaro le fait lorsqu'il nous parle de Portable Entertainment. Voilà, c'est la nouvelle console de chez Sony, vous êtes tous au courant, bien entendu. Et il y aura un line-up absolument incroyable avec Supa Street Fighter 4. Déjà éditeur fin 2010 de la version WiiWare du superbe Cave Story, critiqué début 2011 dans 101%, Nicalis vient tout juste de sortir Night Sky sur PC. Un temps envisagé comme une exclue WiiWare, ce jeu de plateforme puzzle a finalement vu le jour sur PC, tandis que nous sommes sans nouvelles pour le moment de la version destinée à la plateforme de téléchargement Nintendo. Tout comme Cave Story, Night Sky a été créé par un auteur indépendant. Niklas Nygren, également connu sous le pseudo Niflas, est un jeune développeur suédois à l'origine de nombreux freeware, comme Within a Deep Forest, où l'on dirigeait déjà une sphère, ou Nit, un jeu de plateforme exploration. Mais il a aussi sorti des jeux payants comme Saira, un jeu de plateforme dont les backgrounds ont été réalisés à partir de photographies digitalisées. Avec Night Sky, Niflas impose un univers très personnel, où l'on sent l'influence d'Ico, l'un de ses jeux favoris. Dépouillé, contemplatif, anti-militariste, il emmène le joueur dans des environnements oniriques, bercés par le remous des vagues, le souffle du vent, la pluie. Les éléments naturels ont ainsi une place centrale dans ce jeu à l'atmosphère irréelle, soutenu par les superbes partitions de Chris Schlarb, un compositeur de jazz expérimental. Une après-midi, un jeune homme découvre une sphère étrange échouée sur la plage. La matière dont celle-ci est composée intrigue le promeneur. Cristalline, elle semble en effet vibrer d'une force inconnue. Il décide de l'emporter avec lui et commence alors à faire des rêves étranges. Night Sky est l'illustration même d'un game design aussi solide que minimaliste. On dirige une sphère dans des environnements 2D constitués d'une succession d'écrans fixes. L'objectif ? Passer à l'écran suivant. Les obstacles ? La topographie tortueuse des niveaux. La sphère peut en effet rouler de gauche à droite, le joueur ayant l'opportunité d'activer divers pouvoirs différents d'un écran à l'autre. On peut sauter, accélérer et ainsi sauter plus loin ou rouler pour exécuter des loopings à la manière de Sonic. Inverser la gravité, freiner, activer divers mécanismes dans l'ordre qui convient, comme des canons par exemple ou des flippers. Des machines improbables, terrestres ou volantes, pourront ainsi être utilisées, la sphère servant alors de moteur mécanique. Mais le plus important, comme dans le mythique Marble Madness, sera avant tout d'user à bon escient de la topographie des niveaux pour jouer avec la physique de la sphère. À partir de ces principes simples, Niflas a créé une succession de puzzles astucieux, plus souvent basés sur la manipulation de la sphère, qui nécessitent assez vite pas mal de doigté. Night Sky est scindé en 10 chapitres, sans compter le tutoriel. Chacun aligne une dizaine de portions de 3 écrans, un checkpoint étant activé à la fin de chaque triptyque. 3 slots de sauvegarde sont proposés, ainsi que 2 modes de jeu, normal et alternatif. Ce dernier affiche les mêmes environnements, mais revisités avec un minimum d'indications et un maximum de difficulté, comme vous pouvez le constater avec ce petit split screen.
téléchargeable pour environ 10 € sur le site officiel de Nicalis, Night Sky est un trip zen. Pas d'ennemis ni de boss, on se contente de faire rouler sa sphère à travers des niveaux à la direction artistique léchée, bercée par la superbe bande originale du jeu et un sound design soigné. Pourtant, le challenge est bien présent, surtout dans le mode alternatif, et si la durée de vie du jeu n'est pas non plus faramineuse, elle reste tout à fait correcte pour le prix affiché. Au-delà de son atmosphère unique, Night Sky s'impose grâce à son excellente jouabilité. Hypnotisé par les circonvolutions de sa sphère, on prend un immense plaisir à la diriger et à essayer différentes approches en variant le rythme de ses prises d'élan. On retrouve ainsi le gameplay épuré d'un Marble Madness, la frustration en moins, et l'on s'émerveille devant les trouvailles de Nifflas qui s'est ingénié à créer des machines étranges, utilisant avec bonheur l'excellent moteur physique du jeu. Et si vous êtes encore sceptique, n'hésitez pas à télécharger la démo disponible sur les sites de Nifflas et de Nicalis. Eh bien, modérons nos propos quand même, parce que ce pauvre journaliste que toute la planète web française raille à non plus pouvoir jusqu'à présent, en fait, c'est absolument pas de sa faute, parce qu'ils ont reçu cet homme a reçu un mauvais communiqué de presse de la part de Sony, qui eux-mêmes se sont trompés dans le nom de leur console, parce qu'ils ont fait une mauvaise traduction du communiqué de presse japonais qu'ils ont reçu, et l'ont envoyé comme ça. Alors bon, pourquoi il y a finalement que le Figaro qui a fait cette erreur, on ne sait pas, mais arrêtons de le railler, parce que finalement, il n'y est pas pour grand-chose, et moquons-nous plutôt de Sony. En attendant, je vous propose de regarder mon souvenir. Le moment de l'aiguille dans l'œil dans Dead Space 2, j'ai jamais été aussi choqué, fou de joie, sadomaso que dans cet effet-là. J'ai trouvé ça absolument génial. Mais ça c'est là-dedans. Mais c'est vrai que les jeux, je me souviens de Metal Gear Solid. C'est génial ce jeu. J'ai été obsédé par ce jeu. C'est-à-dire je ne pouvais pas m'arrêter. J'étais surtout le 2, je crois. Où je pouvais pas m'arrêter. Il y avait tout ce que j'aimais, l'espionnage, j'adore l'espèce de son là, il m'a vu, des gros robots, des mechas, des trucs, j'ai trouvé ça absolument, le design était génial, j'étais obsédé, je ne dormais plus, et je crois que c'est le seul jeu qui m'ait vraiment fait ça, réellement. Snake, go through that door. J'ai pas eu le temps de jouer à Dead Space, j'ai pas eu le temps de jouer à Dead Space 2, j'ai pas fini encore Red Dead Redemption, j'ai pas fini Batman, j'ai pas encore joué à Katamari Damacy que j'ai acheté d'occasion il y a à peine 3 semaines. Je joue un petit peu à Everybody's Golf, bref, j'ai le temps de rien faire et ça m'énerve et tout de suite temps perdu. Bonjour. Vous aussi, vous voulez acheter du vent et revendre du flanc? Vous aussi, vous voulez vous faire de splendides bourses en or? Vous aussi, vous voulez ruiner des gens sans bouger de votre fauteuil? Eh bien, il va vous falloir plein de blé. Mais alors, que faire, diront vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu. Il y a des jours comme ça où je me sens bien, tellement bien que j'ai envie de faire le bien autour de moi. Et comme chacun le sait, Temps perdu, c'est une émission qui vous donne de la joie, du bonheur, de l'amour et plein de bonnes raisons d'être heureux. Et pour vous rendre heureux, qu'est-ce qu'il vous faut? Plein de jeux. Commençons donc avec Goblin War Machine. Vous incarnez un groupe de gobelins qui, le bien, ils s'en cognent. À vous donc de semer le malheur et le chaos chez les pauvres humains à bord de votre machine de guerre. Pour cela, il vous suffit de rouler et d'écraser tout ce qui se trouve sur votre chemin, tout en bombardant ce qui ne bouge pas. Ensuite, un peu d'amélioration entre les niveaux, et ça repart, défoulant à souhait. Jakub Wasilewski est un fiefé coquin. Enfin, peut-être pas, et qu'il me pardonne s'il m'entend, mais à la vue de Warning Forgone, on ne peut s'empêcher de penser que Jakub connaît bien l'incroyable Warning Forever de Hikosa Okubo. Pourtant, il n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il a déjà à son actif plusieurs jeux disponibles sur son site pour les utilisateurs de minuscules programmes fenêtres auxquels vous pourrez vous essayer en suivant le lien ci-dessous.
Et hop, 6 jeux en bonus, c'est pas du bonheur ça les amis? Mais bon, qu'est-ce que c'est donc que Warning Forgone? C'est un shoot. Ça je pense que vous l'aurez compris. Mais c'est un shoot avec un seul adversaire. Et là où le concept devient intéressant, c'est que cet adversaire revient amélioré à chaque niveau en fonction de comment vous l'avez détruit. Si vous avez bêtement tiré sur sa base, il sera ensuite équipé de protection à cet endroit. Si vous l'avez flingué de la droite, son nouvel appareillage sera sur sa droite, etc. A vous donc de flinguer à tout va en temps limité pour anéantir ce méchant de l'espace. Ajoutez à cela des bonus et des trophées et vous vous direz vous aussi que parfois la pompe, ça a du bon. Merci donc à Jakub Wasilewski. Je ne parle pas souvent des escape games pour une raison très simple. Les point and click, pour moi, c'est trop dur. J'ai toujours du mal à comprendre que pour ouvrir un coffre, il faut associer un éléphant avec un épluche légumes et une enclume. Mais heureusement, de temps en temps, on me propose de pointer et de cliquer sur la toile de façon un peu plus facile. Et c'est le cas aujourd'hui avec le splendide Halo & Pixie de Pastel Games. C'est beau, c'est simplissime, c'est drôle et c'est malheureusement très court. Mais bon, au moins, pour les noobs, ça permettra de s'essayer à un style trop souvent mis de côté. Les plus anciens de nos bien-aimés téléspectateurs s'en souviennent peut-être, j'avais adoré Boomshine. Et grâce à la pompe volontaire ou non de Alexei Pereshko, je peux de nouveau aujourd'hui relaxer mes neurones avec The Deep. Ici, il faut intercepter des électrons. Pour cela, vous devez faire exploser une bulle en espérant que sa surface entrera en contact avec ces minuscules éléments. Pour vous aider, vous pouvez aussi avec votre curseur influencer la trajectoire des particules. Voilà, simple, calme, bon. Le développeur finlandais Turtas aime bien empiler des trucs. Et comme un gamin un peu nerveux et surexcité, une fois son œuvre achevée, il adore tout casser. Et c'est ce qu'il nous propose encore une fois de faire avec Imperfect Balance 2. Rappelons le principe, des formes sont entassées les unes sur les autres, et il va falloir, à l'aide d'autres formes, briser cet équilibre. Si les premiers niveaux sont super simples, rapidement on commence à se prendre la tête et à réfléchir pendant des heures pour essayer de comprendre pourquoi le machin, là, il va pas partir avec le truc, nom de Dieu, j'arriverai jamais! Bref, un classique. Dans les grandes productions vidéoludiques, la mode est à la surenchère dans l'habillage. On enrobe le gameplay, d'effets visuels toujours plus impressionnants et d'histoires toujours plus passionnantes, enfin dans le meilleur des cas. Et sur la toile, c'est parfois la logique inverse. On épure le gameplay pour le présenter sous sa forme la plus simple, du jeu à l'état pur. Et c'est un peu le cas dans Hack/Crawl. Ici, on n'a rien à vous raconter, le design est minimaliste, et on ne vous propose que l'essence même du style hack and slash. Vous créez votre perso de manière aléatoire ou non, vous le balancez dans le donjon et c'est parti. On clique pour diriger son avatar, on reclique pour lui indiquer sur qui taper, on ramasse des armes et des armures, on s'équipe, on apprend des sorts et on passe au niveau suivant, tout simplement. Et on joue et on rejoue encore et encore sans s'en rendre compte pendant des heures, ce qui, avouez-le, tombe plutôt bien. Puisqu'il ne faudrait surtout pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus. Par contre, j'ai eu le temps d'aller au cinéma. Et devinez ce que j'ai vu Black Swan, c'est le dernier film d'Aronofsky. Et c'est chouette parce que tout le monde joue super bien dedans, que ce soit Cassel ou Nathalie Portman. Et il y a une scène super excitante dedans et vous allez adorer ça. Et en plus de ça, elle a gagné un prix d'interprétation qui est largement mérité pour. Et vous allez voir, c'est un film sur l'art et particulièrement sur la danse. Et j'espère que vous allez le voir parce que ça ne marche, à mon avis, ça va pas marcher du tout parce que tout le monde s'en fout. Et dedans, c'est un vrai ballet cinématographique et j'ai vu des plans cadrés à l'épaule qui sont absolument magnifiques. Et je vous conseille d'aller le voir. Et j'ai aussi vu Summer Wars, qui est un superbe dessin animé que j'ai beaucoup aimé. Mais par contre, j'ai pas eu le temps d'aller voir Coup. Encore, que j'ai acheté en DVD. Je suis très triste, mais bon, Retro and Magic quand même, hein. Forte d'un catalogue très fourni, il n'est pas rare de tomber sur un jeu de qualité mais relativement inconnu sur Super Famicom. Preuve que la diffusion et le succès d'un support n'est pas nécessairement le gage d'une médiatisation impeccable de tous ses bons titres. Parmi les plus obscurs de sa ludothèque, Majou-Oh méritait bien un Retro and Magic. Dans Majou-Oh, vous incarnez Abel, un jeune freluquet. Bayer, son ex-meilleur ami, a massacré sa famille dans l'espoir de ressusciter Lucifer et devenir un démon. Vous partez donc à sa recherche pour vous venger et au passage sauver le peu d'humanité qui reste.
Pendant la cinématique qui ouvre le jeu, notre héros reçoit la force héritée du décès de ses proches. Ainsi, vous descendez aux enfers, sauver Maria, votre fille. Majou-Oh étonne dès le début. Son esthétique déjà nous fait immédiatement penser à ActRaiser 2. Très fin et détaillé, le titre de KSS est sur ce point bien abouti. Ce raffinement du pixel nous plonge d'autant plus dans l'ambiance que les décors assez typés sont eux aussi très soignés. Angoissant, l'univers vous immerge dans un cauchemar éveillé parmi des ruines où l'on constate les restes fumants de la civilisation. Ainsi vous traversez des égouts, des édifices en pierre pris dans la végétation, des trains brinque-ballants. Dans le titre de KSS, les sprites aussi surprennent, minuscules. Peut-être que KSS a voulu nous donner un sentiment de solitude et de petitesse face à l'univers et son gigantisme. Mais cela permet une animation sans faille, sans aucun ralentissement. Et de profiter des fonds qui flattent nos petits photorécepteurs. Le mode 7 est quant à lui peu utilisé, mais toujours avec intelligence. Enfin, puisqu'on parle d'ambiance, que dire du travail des compositeurs ? Endo Tomohiro, auteur de la bande originale de Ys 4, et Iizuka Hiroshi, connu pour son travail sur Landgrisser 3, proposent un travail sonore soigné. Loin de l'orchestration grandiloquente ou d'une corrélation avec l'action, les deux musiciens préfèrent mettre en relief des sons plus discrets, les allonger, pour ne jamais dissiper cette légère tension que l'on ressent tout le long du jeu. Dans ses fondamentaux, Majou-Oh opte pour la simplicité. Déjà, on remarque qu'il n'y a aucune option à l'écran titre, le jeu ne s'encombre de rien. En réalité, vous êtes le seul maître à bord de vos choix, donc indirectement des menus. À commencer par la difficulté. Si votre personnage évolue, vous débutez sous forme humaine, donc très vulnérable. À la fin du premier niveau, vous avez le choix de garder votre aspect humain, et de ce fait augmenter la difficulté du jeu. La barre de vie augmente en fonction de vos points engrangés. S'il y a des continues infinis, vous recommencez toujours au niveau 1. C'est alors pratiquement impossible de terminer les derniers stages en utilisant des continues. D'autant plus compliqué que la jouabilité est un poil trop rêche. Le game system brille de simplicité. Que vous soyez humain ou démon, il n'y a que 4 aptitudes, le tir, le double saut, l'attaque spéciale et un coup de poing aérien. En fin de niveau, des orbes de couleurs vous transforment en mutant. Votre humanoïde génétiquement modifié est plus résistant et développe des attaques qui varient en fonction de sa transformation. Il existe 3 orbes de couleurs différentes qui déterminent votre aspect, un peu comme dans Altered Beast. Le rouge vous transforme en harpie qui lance des boomerangs, le vert en lézard qui tire des lasers et le bleu en dragon. Si vous choisissez de garder le même démon, alors il évoluera et se perfectionnera. Si vous alternez à chaque fois, alors vous obtiendrez à la fin du jeu la forme ultime. La grande particularité de Majou-Oh est donc l'aspect du choix. KSS va loin dans le cynisme. Vous avez justement le choix de vendre votre humanité pour plus de puissance, ou de garder votre âme, rendant le jeu bien plus ardu. Les développeurs ne moralisent aucunement vos orientations puisque la meilleure fin possible se fait en démon et non sous forme humaine. Majou-Oh est l'un des jeux les plus sombres programmés sur Super Famicom. Doté d'une ambiance extraordinaire et d'une difficulté sans état d'âme, la 16 bits de Nintendo tient là l'une de ses perles occultées parmi les plus intéressantes. KSS brosse avec Majou-Oh un portrait de l'enfer au trait faustien. Je trouve ça génial, Summer Wars. C'est probablement un des films de l'année pour moi, quoi. Tout confondu, quoi. Et je trouve que notamment, je trouve qu'il y a beaucoup de Kurosawa dans le thème au final. Voilà. Vas-y, explique. J'explique pourquoi il y a du Kurosawa. Surtout l'environnement familial, le fait d'avoir la famille soudée, samouraï, etc. Et toutes les relations entre les personnages. Voilà, je trouve que c'est très Kurosawa-esque. Bah ouais, c'était beau, hein. C'était beau ce film. On y va, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais?